Salut à tous! Aujourd'hui je voulais vous parler de spiritualité et de ma conception de la spiritualité. Donc pour moi le mot spiritualité il peut avoir deux sens. Donc le premier sens c'est qu'il désigne une philosophie de vie, une quête de sens, une quête de sagesse, une quête d'espoir ou de libération des épreuves difficiles. Les démarches qui y sont rattachées. Par exemple le développement personnel pour moi ça fait partie de la spiritualité. Deuxièmement, ce mot il peut signifier aussi tout ce qui est en lien avec les religions, avec la divinité, mais aussi avec les esprits, les âmes, la vie après la mort, la réincarnation, le monde de l'invisible, l'énergétique, etc. Donc ces deux façons de concevoir la spiritualité, elles peuvent être indépendantes, mais elles ne sont pas du tout opposées. Donc je vais vous parler de la première, parce que c'est elle qui anime mon rapport à la vie, qui anime mes réflexions, c'est là que j'épuise mon courage pour avancer et mes raisons d'avancer. Et je vais d'abord vous parler de la deuxième façon de concevoir la spiritualité parce que j'y ai régulièrement été confrontée au cours de ma vie, un peu malgré moi. Alors voilà, j'ai grandi entre l'Afrique et la France. À l'adolescence, j'ai vécu plusieurs années au Tchad. Il faut savoir qu'en Afrique, le rapport entre la vie et la mort est très étroit. Lorsque vous vivez là-bas, il faut vous attendre à côtoyer la mort de près. Chaque mois, on apprend le décès de quelqu'un qu'on connaissait de près ou de loin. Pour vous citer des exemples, un des meilleurs amis de mon frère s'est tué en accident de voiture, deux des oncles de mon mari qui sont morts la même année de cancer, de calcul. Les pères de deux de nos amis qui sont morts dans un crash d'avion, deux amis qui sont morts d'une balle dans la tête, l'un suite à une embrouille, l'autre pendant la guerre qui a éclaté quelques années après, la mère d'une amie qui est morte en mettant sa petite fille au monde. Moi-même j'ai tenu dans mes bras des bébés, des nouveau-nés qui étaient en train de mourir dans des conditions que je préfère même pas vous raconter. Et mon frère a aidé à ramasser les corps d'un groupe de militaires qui venaient de se planter en voiture dans un arbre devant la maison, etc., etc. Donc vous êtes sans arrêt confrontés à la mort. Lorsqu'on vit dans un milieu qui est aussi dur, qui est aussi extrême, ce rapport extrêmement étroit entre la vie et la mort fait qu'on reste ouvert à des multiples possibilités. Pas seulement pour alléger la douleur de la perte des êtres qui nous sont chers, mais aussi parce que y a un monde invisible qui semble très proche de nous. Quand on vit en Afrique, c'est pour ainsi dire habituel d'être confronté à des phénomènes dits surnaturels. Par exemple, ma belle-mère, elle croisait régulièrement des farfadets dans sa maison. Il y a une de mes belles-sœurs, une nuit, elle s'est réveillée, elle était dans sa chambre, enfermée à clé, elle dormait avec sa cousine. Et elle se réveille une nuit, il y a une ombre qui est dans sa chambre qui est en train de vider ses placards sur le sol. Donc elle se met à hurler, et puis l'ombre s'évapore, elle disparaît. Et elles allument la lumière, tout était en vrac dans la chambre, etc. J'ai un ami aussi alors un gars, un grand baraqué, tête brûlée, etc. Puis un jour il croise, une nuit, il se balade dehors et il dit qu'il croise un homme sans visage. Et il a eu tellement peur qu'il a couru sur des kilomètres avant d'arriver chez nous, complètement paniqué. J'ai des amis qui ont vu, ils étaient en groupe près de la rivière, un jour, ils voient une boule, une orbe, qui sort de la rivière et qui se dirige sur eux. Alors pareil, ils se sont mis à courir comme des dératés, donc on ne saura pas la suite de l'histoire. Bref, c'est pour dire qu'il y a des légendes qui circulent partout, tout le monde a des histoires à raconter, des histoires hyper étranges, hyper bizarres. Quand on vous parle de maraboutage, vaut mieux pas faire trop son malin. Donc la première fois qu'un truc bizarre m'est arrivé à moi, j'avais 16 ans. C'était avec mon mari. Lui, il avait 14 ans. Donc lui, il vivait à la Tchadienne, en grande concession. Il vivait avec toute sa famille, ses cousins, ses cousines, les oncles et tantes, etc.
Une nuit, il y a une de ses cousines qui vient le réveiller. Elle était avec des amis à elle et ils avaient mis en place une séance de spiritisme. Donc de communication avec l'au-delà. Et elle était super troublée. Et donc mon mari va voir, il se rend compte qu'il se passe des choses un peu étranges. Et lui, il commence à se passionner pour le phénomène. Donc il retente de nombreuses fois l'expérience, avec tous ses cousins tchadiens, donc en grosse bande, 10, 15, ses cousins qui allaient à l'école tchadienne. Et il tente ça aussi avec nous, tous ses amis un peu multiculturels de l'école française. Et ça marchait, invariablement ça marchait, il se passait des trucs bizarres. Bon, la première fois que j'ai fait du spiritisme avec lui, on était avec deux autres de nos plus proches amis, de notre groupe d'amis. Donc on a chacun posé le doigt sur un verre qui était mis au milieu d'un plateau. Et tout autour il y avait les lettres de l'alphabet. Et le verre s'est mis à bouger et à répondre à nos questions. Comme s'il utilisait notre énergie et qui déplaçait le verre par l'intermédiaire de nos doigts. Et donc pour vérifier que c'était pas l'un d'entre nous qui faisait une blague, parce que évidemment c'est la première chose qu'on a pensé, on avait trouvé une technique. Donc on était 4 cette fois-là. Donc il y en avait 3 qui mettaient le doigt sur le verre et qui le faisaient avancer. Et tour à tour, le 4e d'entre nous enlevait son doigt, se mettait un peu en retrait, et il pensait à un mot ou à une lettre. Il épelait un mot dans sa tête ou une lettre, et il demandait à l'entité, enfin au truc qui était là, de l'épeler sur le plateau par l'intermédiaire des 3 autres copains. Et ça marchait. À chaque fois, ça marchait de façon assez épatante. Et donc, on était tous un peu flippés. Enfin, à part mon mari qui commence à avoir l'habitude du truc, mais en tout cas, on semblait communiquer avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ce quelqu'un, il parlait pas très clairement. Il parlait surtout par mots. Il disait s'appeler William. Il disait qu'il avait été éventré. Enfin, ça ressemblait à une grosse blague. On avait fait ça le week-end. Donc le lundi, j'entre en classe. Donc j'étais un peu en avance. Donc je m'assois à ma table, à ma rangée. Et il y a 2 garçons de ma classe, des frères, donc qui étaient un petit peu des petits plaisantins. Et ils faisaient pas du tout partie de notre groupe d'amis. Donc ils n'avaient pas du tout entendu parler de nos séances de spiritisme. Alors en plus pour nous c'était un peu le truc top secret, on se prenait pour des ados avec une vie cachée, style Buffy et les vampires et tout. Enfin voilà, on était un peu dans notre petit trip. Et donc ils viennent s'asseoir de part et d'autre de moi. Ils me regardent fixement tous les deux. Et puis il y en a un qui me regarde et il me dit « Alors comment il va William ?» Alors je le regarde. Ah, vous pouvez même pas imaginer tout ce qui est passé dans ma tête. Et puis à l'autre, de l'autre côté, qui renchérit, il fait « Ouais, comment il va, William ?» Je fais « Je sais pas, vous connaissez William ?» Et puis là, ils se mettent à rigoler, et puis ils commencent à chanter « William Saurin, et puis ils me chantent une petite pub sur les cassoulets. Et ils s'en vont. Et juste devant moi, il y avait un de mes potes avec qui on avait fait le spiritisme le week-end. Il nous regardait avec des yeux ahuris. Comment Ça, c'était les petites anecdotes un peu étranges qui pouvaient se passer là-bas. Il faut savoir que à l'époque, on vivait au Tchad. Donc au Tchad, on avait pour ainsi dire pas internet. On avait du 56K comme connexion. Donc c'était à peu près impossible d'initier la moindre recherche sur le sujet. Donc tout était dans l'expérimentation. Donc on découvrit comme ça qu'il n'y avait pas besoin d'attendre minuit, de mettre des bougies, de fermer les lumières, de mettre une ambiance, etc. Ça marchait n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée et avec n'importe qui. On a constaté plein de choses. On a constaté par exemple que la vitesse du verre dépendait de plusieurs facteurs. Elle semblait dépendre du nombre de personnes qui étaient présentes. Donc plus on était nombreux, 10, 15, plus le verre avançait de façon rapide et fluide. Et c'est intéressant parce que plus on est nombreux, plus c'est hyper compliqué d'avoir
d'aller vite et d'écrire un message à 15 pour se mettre d'accord tous sur le même mot. Enfin, c'était impossible de tricher, c'était vraiment trop énorme pour pouvoir tricher. Et apparemment, selon le type d'entité ou de je sais pas quoi qui communiquait par l'intermédiaire du verre, ils se déplaçaient plus ou moins vite. Il y a certains ceux qui allaient plus lentement, ils faisaient des fautes d'orthographe, ils parlaient de choses pas très intéressantes, ils essayaient de faire peur ou des fois ils projetaient le verre sur quelqu'un. Mais une fois, mon mari il a reçu une entité qui était un peu différente, qui était vraiment très rapide, très fluide, un langage complexe, vraiment bien orthographié, etc. Et le message qui s'écrivit ce jour-là, c'était explicatif sur la façon dont fonctionnait le spiritisme. Donc, entre autres, il disait que le spiritisme n'était pas le meilleur moyen pour communiquer avec eux, et car ça attirait aussi les esprits plaisantins, un petit peu malsains, donc fallait s'en méfier. Alors, mon mari il changea de technique, il se mit à poser des questions dans sa tête et demander une réponse dans les choses qui pouvaient arriver dans le quotidien. Par exemple par l'intermédiaire de la télévision quand on allume sur une chaîne au hasard, ou par exemple il avait une boîte de coton-tige de couleurs. Donc la plupart des cotons-tiges étaient bleus et jaunes, et il y en avait quelques-uns qui étaient roses dans la boîte. Donc il décide que les roses ce serait pour les mauvaises nouvelles, les bleus pour les bonnes nouvelles et les jaunes pour les jours neutres. Et quasiment tous les jours il piochait régulièrement des bleus. Puis un jour, il arrive un peu angoissé à l'école, il me fait ah Marion, ce matin j'ai pioché un rose. Il va se passer un truc, je sens qu'il va se passer un truc. Et il piochait jamais des roses. Et ce jour-là, son cousin se prend un coup de poignard. Je crois que c'était un coup de poignard. Ou une balle, mais je crois que c'était un coup de poignard. Et il se retrouve à l'hôpital. Donc après ça, il a un peu arrêté d'essayer de savoir ce qui allait se passer, parce que c'était un petit peu trop flippant en fait. Donc, à cette période-là, donc alors qu'on venait d'expérimenter le spiritisme, un jour j'accompagne mes parents à la librairie de la ville, donc l'unique librairie, donc un endroit où on achète des journaux et des magazines sur la politique en Afrique, sur l'économie internationale, etc. Il y a quelques mangas, quelques magazines de manga pour les jeunes, et c'est ceux que je venais chercher. Et donc ce jour-là, à côté des magazines manga, dans cette petite librairie toute décrépite, dans un des pays les plus pauvres d'Afrique, il y avait un bouquin sur le spiritisme. Donc je le prends, évidemment. Et c'était un que sais-je dédié aux adolescents. Et il parlait donc de la vie après la mort, de la réincarnation. Il expliquait que nous aurions de multiples vies terrestres, et qu'on se réincarnerait, sans avoir de souvenirs de nos vies passées et du monde de l'au-delà, pour pouvoir être vraiment neutre et progresser beaucoup dans cette vie. Et évoluer spirituellement pour aller de plus en plus loin et atteindre plus de sagesse. Voilà, donc il parlait aussi de la vie d'Alan Kardec, donc c'est l'initiateur du spiritisme en France. Et l'été suivant, donc j'achetais les livres d'Alan Kardec pour essayer d'en savoir plus. Et dans ces livres, il était écrit noir sur blanc tous les messages, tout ce que les esprits nous avaient enseigné nous-mêmes en faisant du spiritisme. Le rôle de l'intuition, les messages donnés à travers le quotidien, à travers les coïncidences, qu'on aurait des guides invisibles qui pourraient nous donner tous ces messages à travers le monde, le monde matériel qui nous entoure. Et donc toutes les conclusions qu'on avait eues en le faisant nous-mêmes, elles étaient notées, c'était les mêmes. Ça allait beaucoup plus loin bien sûr, mais c'était les mêmes dans le livre sur le spiritisme. Donc ça nous a vraiment passionnés, quoi. C'était notre livre de chevet. Voilà. Mais la vie a fait que, après toutes ces expériences d'ado, donc en rentrant en France, pour nos études, donc 2 ans plus tard, on est passé à autre chose. Et puis on n'a plus jamais fait de spiritisme, ni reparlé de spiritualité, rien du tout, pendant 10 ans. Donc jusqu'à il y a 4 ans. Il y a 4 ans,
il y a 4 ans, j'en ai parlé un peu dans Confidence à cœur réouvert, donc l'épisode 1 de cette série de vidéos Chemin de paix. Donc il y a 4 ans, j'étais en train de tirer un énorme trait sur toute une phase de ma vie. Donc, je cherchais des techniques de méditation pour être plus sereine face à tout ça, pour mieux encaisser l'épreuve, etc. Donc je regarde un petit peu tout ce qui existe comme livre sur la méditation, comme courant de pensée sur la méditation, je regardais sur Amazon. Et il y avait un livre qui me parlait bien. C'était un livre sur le moment présent de Thich Nhat Hanh. Et voilà, j'avais pas le temps de le commander parce que un jour ou deux après, je devais partir chez mes parents à Paris. Donc hop, je file à la librairie, on habitait à Montpellier, donc à Sorams, je file à Sorams. Je cherche, c'est une énorme, immense librairie, il l'avait pas. Je file à la Fnac, il l'avait pas, etc., etc. Donc je rentre un petit peu frustrée, bon ben voilà, je vais chez mes parents, et dans la semaine, chez mes parents, il y a ma tante qui débarque. Elle avait un livre entre les mains, c'était ce livre que j'avais cherché partout. Elle me le tend, elle me dit, tiens, regarde, j'étais à un séminaire ce week-end, il y avait plein de livres à vendre, j'en ai vu un et je me suis dit, ça c'est pour Marion. Et donc elle me le tend, elle me le donne. Alors ma tante, elle est prof de méditation à la base quand même. Depuis 20-30 ans, elle travaille entre l'Inde et la France avec son mari. Mais elle a pleine conscience, elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas du tout cette technique de méditation. C'est pas du tout celle qu'ils enseignent à travers le bouddhisme tibétain. Donc voilà, elle me la donne. Et depuis, c'est une des techniques les plus importantes de ma vie. C'est la technique que j'applique au quotidien et qui m'est d'une aide mais vraiment inestimable avec mes enfants, dans l'éducation de mes enfants. Donc suite à ça, je me rappelle un petit peu ce dont parlaient les esprits à l'époque du spiritisme. Donc ce qu'ils disaient à propos des messages qui nous font passer dans le quotidien, qui peuvent passer par des coïncidences qui nous semblent un petit peu énormes. Donc ils les passeraient pour nous guider, pour nous faire un petit clin d'œil, nous dire d'être attentifs, pour nous dire qu'on est sur la bonne voie, qu'on est dans la bonne direction. Donc je me dis ok, pourquoi pas. Après tout, ma vie est en train de prendre une nouvelle tournure. Bon, ok, intéressons-nous à la spiritualité, et, à la méditation, etc. Alors je cherche à en savoir plus, je lis des tonnes de livres dans le domaine, j'écoute des interviews, des conférences, des émissions de radio. Je me laisse conseiller des cartes à tirer, donc des cartes toutes cons, où tu tires ta carte et puis tu as un petit message quotidien. Donc je me dis, bon, au pire ça fait pas de mal, c'est un petit truc de motivation. Voilà. Donc ensuite, donc, une de mes cousines me donne un numéro de téléphone, le numéro de téléphone d'une médium qu'elle connaissait. Puis je l'appelle par curiosité, parce que je suis très curieuse. Et donc c'était très intéressant. Donc elle me dit des choses qui me semblaient grandement soumises à interprétation. Mais elle me dit aussi des trucs qui étaient suffisamment étonnants pour éveiller mon intérêt. Par exemple, elle me dit « Ah tiens, c'est marrant, pour vous c'est inconcevable d'envoyer vos enfants à l'école. » Alors là, à l'époque, j'étais pas sur Facebook, j'avais pas de site internet, j'étais dans aucun groupe, ni forum, ni Facebook, ni rien. Même pour mes parents, c'était très flou cette histoire d'école. Mon fils avait 2 ans, donc le problème se posait pas tellement dans les discussions. Donc c'était vraiment quelque chose qu'elle ne pouvait pas inventer. Ou alors si elle l'avait inventé, et elle s'est dit allez je vais dire ça au pif et peut-être que ça va marcher. Mais alors c'était quand même un petit peu gros. Puis elle me dit ah je vois que y a eu un anniversaire récemment, que des amis devaient venir vous voir et que ça s'est pas fait. Et effectivement, le week-end précédent c'était l'anniversaire de mon mari et on venait de déménager et tous nos amis de Montpellier, on vivait avant, voulaient venir fêter l'anniversaire avec nous et puis on n'avait pas donné suite parce qu'on était trop fatigués. Donc elle me dit voilà, elle me dit des petites choses comme ça, rien d'important, rien d'extraordinaire, mais des petites choses qui portent qui appuient sur mon intérêt. Puis elle me dit ouais, je sens qu'il y a des choses qui sont bloquées pour vous, je peux pas vous les dire, j'ai pas le droit de vous en parler pour l'instant. Donc voilà, vous aurez peut-être des choses dans l'avenir. Voilà. Donc moi, après, moi-même, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Donc j'essaye de tirer mon jeu de cartes
en disant oui, voilà, je veux en savoir plus, à quoi je dois m'attendre, où est-ce que j'en suis en spiritualité, etc. Donc je me tire les cartes plusieurs fois et à chaque fois je tombe sur la même carte. Et la carte c'était occupez-vous de vos enfants, vous vous occupez d'enfants sensibles, vous êtes dans l'éducation, etc. Donc je fais un certain nombre de tirages, 4, 5, à chaque fois je tire la même carte. Puis je me dis bon je vais tirer plusieurs cartes, c'était étalé sur plusieurs jours. Je vais tirer plusieurs cartes dans le doute. Donc j'en tire 3, parce qu'on pouvait soit en prendre une, soit en prendre 3. Et donc je tire toujours cette même carte sur les enfants. Et 2 autres qui faisaient passer le message patience, et puis je sais plus quoi. En gros, il y avait toujours cette notion de patience et cette notion d'éducation. Et ce tirage-là, j'ai tiré 2 fois exactement le même tirage avec ces 3 mêmes cartes. Donc, et puis, donc j'étais super intriguée, j'avais envie d'en savoir plus. Et donc dans l'émission Enquête spirituelle, une fois ils ont fait appel à une astrologue qui faisait le thème astral, puis tout ce qu'elle racontait c'était vraiment vraiment intéressant. Donc j'ai décidé de la contacter pour faire mon thème astral, depuis ma naissance, donc pour faire une sorte de bilan de vie. Et donc je la contacte, etc. Et puis bon, elle me dit plein de trucs intéressants, vraiment en rapport avec la réincarnation, etc. Et entre autres, elle me dit, ouais, vous avez eu une adolescence vraiment dure, c'est marqué, et j'aurais vraiment pas aimé être à votre place à cette période-là. Mais c'est intéressant parce que vous avez une mission de vie, vous avez quelque chose à apporter au monde. Je sais pas quoi, mais vous le savez certainement mieux que moi. Donc ça continuait à m'intriguer énormément, j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de savoir pourquoi est-ce que... Parce qu'on me disait toutes ces choses-là. Donc je me dis ok. Et puis je voulais pas lâcher l'affaire. Je voulais savoir. Donc j'écoutais une émission de radio qui s'appelait Enquête spirituelle, que j'aimais beaucoup. Et je l'écoutais en podcast. Et souvent à la fin de l'émission, vous aviez le médium de l'émission, Thomas, qui recevait des appels en direct des auditeurs et qui leur faisait une petite médiumnité. Alors un soir, en direct, j'appelle et donc je passe à la radio avec eux. Et donc il me dit pas des choses extraordinaires, mais il me dit ah vous je vois que vous allez travailler d'ici la fin de l'année dans le social, un truc comme ça. Alors je dis rien, mais je comptais pas du tout travailler puisque moi je voulais m'occuper de mes enfants, donc j'étais un petit peu étonnée. Et je fais ok, bon soit, voilà. Et il me dit aussi vous allez faire une formation dans pas longtemps. Et voilà, il me dit ça, je fais ok, bon bah je prends, je note. Voilà. Et effectivement, quelques temps après, donc quelques mois plus tard, donc je vais au Paris Vegan Day, oui, en bonne vegan militante. Et donc j'étais avec mon père, avec toute ma famille, mon père, ma soeur, etc. Et mon père est géologue. Il est hydrogéologue, donc spécialisé dans l'eau, mais il s'intéresse énormément aux pierres. Donc il y avait un stand de pierres précieuses, semi-précieuses, etc. Et donc on discute beaucoup avec la personne qui faisait le stand. Et il se trouvait que cette personne-là était maître de Reiki et qu'il donnait des stages, des formations à Reiki. Donc ça nous a intéressés, on s'est dit ouais bah ok, en fait il les faisait à domicile. Moi j'aurais pas pu, avec mon bébé qui avait 6 mois, je voulais pas le laisser et partir faire une formation. Et lui il dit non, je viens à domicile, pas de soucis, ça se passe sur une journée, et puis voilà. Donc ok, donc on prend rendez-vous, mon père, ma soeur, moi, on se dit allez, on va se faire un petit reiki, ça va être rigolo. Donc le gars vient à la maison. Il nous fait il nous donne un petit carnet sur le Reiki, il nous fait toutes des passes, des machins énergétiques et tout. Donc il fait à mon père, il fait à ma soeur, puis il fait à moi. Et moi, au moment où il me le fait, je ressens un gros... je vois tout qui se met à tanguer autour de moi. Et puis il me regarde, il me dit ça va? Je fais ouais, ça va.
Il me dit je sens énormément d'amour chez vous. Vous êtes vraiment profondément dans l'amour. Dites-moi, est-ce que vous auriez pas des visions, des choses comme ça Je non, non, je suis normale. Et il me dit ok, bah ça devrait pas tarder. Ok. Bon. Puis il s'en va. Il s'en va, voilà. Puis bon, il se passe rien de spécial de plus. Je me sentais bien, c'est tout. Et 2 jours plus tard, j'envoie un message donc, à l'émission de radio Enquête spirituelle. C'est un message de soutien. Il disait, il demandait de faire des témoignages pour leur magazine. Donc je me suis dit, ouais, bah, je vais faire un petit témoignage, je leur envoie. Et directement, le médium me répond. Donc le même que j'avais eu déjà à l'antenne, mais il me répond, il me dit bonjour. Voilà, il savait pas qu'il m'avait déjà eu à l'antenne, parce que j'étais passée de façon anonyme. Il me dit bonjour, je sens quelque chose d'un peu particulier chez vous. Qui êtes-vous? Je lui dis bah bonjour, je m'appelle Marion. Voilà, j'aime beaucoup votre émission, je vous suis, et puis voilà, je voulais vous apporter un peu ma contribution et mon soutien. Et il me dit mais je sens vraiment quelque chose de très fort énergétiquement chez vous. Donc c'était un petit peu comme si le Reiki avait démultiplié mes énergies ou les avait réalignées ou je ne sais quoi, et que tout à coup elles étaient plus perceptibles par des gens qui sont extrasensibles. Et il me dit, selon moi, selon ce que je ressens, vous êtes au sommet de la pyramide de réincarnation terrestre, voire au-delà. Vous êtes probablement une sorte d'ange terrestre et vous êtes venu sur Terre, d'après ce qu'on me dit, vous êtes venu sur Terre avec une mission pour aider le monde à s'éveiller. Vous avez une mission sur cette Terre. Voilà, alors sur le coup, je pensais que mon frère et ma soeur me faisaient une blague, qu'ils avaient piraté ma boîte et qu'ils me faisaient une blague. Et donc je réponds, non, moi je suis normale, j'ai plein de défauts, je suis même chiante, je suis bordélique, je sais pas gérer mon argent, des fois je suis pas sympa, je me mets en colère, voilà, non, je suis totalement normale. Je suis comme tout le monde, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, ce que vous me dites, c'est un petit peu bizarre, quoi. C'est loin de l'idée de ce que je me fais d'un ange, en tout cas. Donc il me répond si, c'est normal, c'est parce que vous êtes dans l'incarnation terrestre, vous êtes soumis à l'évolution, puis de toute façon vous n'avez pas fini d'évoluer, donc c'est normal, vous avez encore plein de choses à apprendre, etc. Mais vous avez une mission, et on me dit que je dois vous aider. Donc, si ça vous dit, vous allez me faire une rubrique dans mon émission de radio toutes les semaines, bénévolement. Je vous laisse 5-10 minutes en début de chaque émission. Vous dites ce que vous voulez. Alors là, vraiment, sur le coup, j'étais un peu sur le cul. Je me souviens, donc j'étais toujours chez mes parents. Je me souviens avoir pris la voiture. Enfin, moi, je conduis pas. Donc, j'étais en voiture avec mes parents. Puis je regardais par la fenêtre. Et puis je me posais la question. Je me disais, mais est-ce qu'il est fou? Est-ce que je suis vraiment un ange? Est-ce que c'est possible, ce genre de truc? Au moment où je pense ça, il y a un énorme panneau de publicitaire qui passe devant la voiture. Il était blanc, entièrement blanc, et il y avait juste une phrase noire écrite dessus, c'était une pub. Il y a marqué « Tu es un ange ». Je regarde le panneau. Hop, un deuxième panneau identique qui repasse devant. Puis un troisième, puis un quatrième. Wow, alors là je me suis dit, c'est quand même un petit peu bizarre cette histoire. Et puis, donc toujours la même semaine, j'étais plongée dans mes pensées, je continue à discuter avec le médium, il me disait, oui, c'est possible que nos âmes se soient déjà rencontrées dans l'au-delà, etc. Enfin, c'était des trucs c'était trop pour moi, c'était trop pour moi. Et j'avais lu, peut-être 10-15 ans avant, j'avais... lu le livre de Bernard Werber, Les Thanatonautes, si vous connaissez. Donc ça parle pareil de réincarnation, de gens qui vont dans l'au-delà et d'âmes qui se re-rencontrent. Et donc j'étais en train de marcher dans une librairie
Moi et les livres, c'est un grand truc quand même. Hein. Et donc je marchais dans la librairie, j'étais plongée dans mes pensées, j'avançais. Et j'étais en train de penser à tout ça, ça me troublait. Et j'étais en train de dire, mais je m'adressais à je sais pas quoi, mais je sais, mais il se croit pas un peu dans les Thanatonautes, ce gars. Et au moment où j'ai pensé ça, je vous jure, au moment où j'ai pensé ça, j'ai tourné la tête. Pile à ce moment-là, j'ai tourné la tête. Dans l'étalage qui était en face de moi, à hauteur des yeux, il y avait le livre des Thanatonautes. C'est quand même... Ça remue quand même. Et donc là, je me suis dit, ok, bon. Dans le doute, je vais accepter sa proposition. On sait jamais. En plus... alors moi, des choses à dire, j'en avais plein. Hein. Véganisme, permaculture, crudivorisme, éducation bienveillante et positive. Non, c'est bon, j'avais des choses à dire, ça c'est sûr. Mais voilà, enfin, je connais des tas de gens qui sont exactement comme ça autour de moi. Donc voilà, rien de particulier non plus, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à la radio avec la série Coaching d'un héros que j'ai filmée et que j'ai mis sur YouTube. Donc... que j'ai mis en ligne pour vous. C'est rigolo parce que si jamais tout ça c'est vrai et que je reçois bien vraiment des messages, les esprits sont quand même ciblés sur les livres que je lis. Je vais vous donner un autre exemple. Donc la même année, j'ai des amis qui passent à la maison et avec qui j'ai une grande discussion le soir. On a une grande discussion... Puis enfin moi j'écoute surtout parce que je suis pas du genre à alimenter les débats, à rentrer dans les débats. Moi j'écoute, les gens ils me disent ce qu'ils ont envie, j'accepte. Je fais ah oui bon bah chacun pense un peu à sa façon, il n'y a pas de souci. Mais le gars qui était en face, il me perturbait beaucoup. Il était en train de dire, il parlait de mon véganisme, il n'était pas tellement d'accord. Il me disait, entre autres, une phrase qui m'avait perturbée, c'était, il me disait, oui, mais quand même, dans le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est comme ça que c'est ce qui règne dans le monde. Et voilà, et le soir, donc tout le monde dormait, moi j'arrivais pas à m'endormir, j'avais cette phrase qui m'agaçait, qui tournait dans ma tête, et je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre? Je savais pas quoi lui répondre. J'étais pas d'accord, mais honnêtement, je savais pas quoi lui répondre. Donc pour me changer les idées, j'attrape un livre sur ma table de nuit qui est toujours rempli de livres. Donc c'était un livre que ma grand-mère venait de me donner. Bon, j'avais lu que les 2 3 premiers chapitres. C'était un livre de Frédéric Lenoir, c'était le petit traité de vie intérieure ou quelque chose comme ça. Donc je l'ouvre au hasard. Je vous jure, je l'ouvre au hasard, je tombe sur, c'était le chapitre 13, donc c'était la 2e page du chapitre 13. Et la page sur laquelle je tombe, les premières lignes, c'était, il reprenait la phrase « œil pour œil, dent pour dent ». Et sur toute la page, il y avait un argumentaire qui contredisait cette affirmation. J'ai bien dormi après ça. Pour moi, j'ai aucun ressenti particulier. Pas de clairvoyance, pas de clairaudience, pas de magnétisme ou je ne sais quoi. Rien du tout. Je crois en ce que j'expérimente. Et pour ce qui est de toutes ces choses un peu bizarres qu'on a vécues depuis l'adolescence, j'y crois d'autant plus qu'on a été plusieurs, pour le spiritisme en tout cas, plusieurs dizaines à le vivre ensemble, à l'expérimenter ensemble. Mais après, pour vous dire ce que c'était, comment ça fonctionnait, et ben, je serais bien prétentieuse d'avoir des certitudes là-dessus. Je pourrais pas vous l'expliquer. Je peux que faire des suppositions. Je peux les approfondir, je peux croiser mes idées et ce que j'ai vécu avec les connaissances d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires et les conclusions qu'ils en ont tirées et les expériences qu'ils ont faites et que j'ai pas faites. Mais quelque part, ça n'a pas tellement d'importance. J'ai envie de dire, ce qui est beau dans cette aventure-là, c'est qu'elle nous invite à garder l'esprit ouvert, à pas figer nos pensées, à cultiver notre souplesse d'esprit pour nous donner la possibilité d'en savoir plus et d'aller toujours plus loin. Puis ça nous donne aussi une grande humilité d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout, malgré ce que la société essaye de nous faire croire.
Ça nous pousse même à la tolérance envers les gens qui vivent un peu des choses similaires, des choses qui sortent du domaine du connu, pour nous en tout cas. Et c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer ce soir. Ne figez pas vos pensées. Quel que soit le domaine, qu'il soit matériel ou immatériel, il y a toujours une vérité derrière la vérité. C'est ici que je rejoins ma première définition de la spiritualité. C'est la recherche de sagesse. Lorsqu'on entre dans la certitude par rapport à ce qu'on vit, généralement, on est persuadé d'avoir raison et malheureusement ça se fait souvent au dépens des autres, au détriment des autres. C'est-à-dire que nous on a raison et que eux ils ont probablement tort. Et on sort du non-jugement. Dans la vie, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des expériences, il n'y a qu'une vérité personnelle et unique. Ça lui donne pas moins d'importance, au contraire, on est tous extrêmement importants, on est tous parfaits au moment où on est, au moment où on est sur notre chemin de vie. On a chacun notre place. Chacun de nous contribue à créer et à former ce monde. Alors, quelles que soient vos croyances, ouvrez votre cœur. Ouvrez-le aux autres. Ne jugez pas. Mettez en retrait tout ce que vous croyez savoir et allez vers les autres, l'esprit vide, l'esprit libre. C'est comme ça que vous allez avancer et que vous allez progresser. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il existe, la vie est courte. Dans certains pays, elle semble ne tenir qu'à un fil. Donc, quoi qu'il y ait derrière la vie, tout ce qu'on traverse est intense. La vie mérite qu'on se plonge sérieusement dedans. Je me sens rattachée à aucun courant de pensée, à aucune façon de penser. Je pourrais pas... Ce serait trop prétentieux de ma part de dire que je pense comme un tel ou comme un tel, parce qu'au final, je sais que je ne sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Vivre de façon aussi étroite avec la mort m'aura au moins appris certaines leçons. 1. Passer le plus de temps possible avec ses proches. Vous ne savez pas s'ils seront encore vivants demain. 2. Adopter un travail qui nous épanouit profondément. Parce que la vie est trop courte pour qu'on la gâche en passant le plus clair de notre temps dans un travail pourri qui ne nous épanouit pas, qui nous stresse, qui nous rend malheureux. Numéro 3. Garder l'esprit ouvert. Stimuler la curiosité en soi, avoir la soif de cette vie, écouter réellement ce que disent et ce que vivent les autres, être ouvert, pas juger. Si on commence à juger, ça veut dire qu'on fiche son esprit et c'est un frein à notre évolution. Donc vraiment garder cet esprit ouvert. Numéro 4, donner un sens à sa vie. Pour moi, on a tous un sens extraordinaire dans notre vie. On ne se rend pas compte de l'impact qu'on a autour de nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit, toutes les paroles qu'on a, tous les actes qu'on a, ils contribuent à créer le monde qui nous entoure. Très très fortement et beaucoup plus fortement qu'on le croit. On a vraiment l'âme de héros au fond de nous. Et quand on donne un sens à sa vie, on prend conscience de la direction dans laquelle on veut que ces actes, que ces pensées, que cette façon d'être aille. Parce qu'on sait que ce qu'on a choisi va contribuer à construire le monde. Et si on a une vision du monde, si on a envie de changer le monde, si on a envie que le monde soit plus en paix, qu'il y ait moins de famine, qu'il y ait moins de guerre, moins d'écart entre les gens, et bien on a la possibilité de se changer soi-même. Ça, pour moi, c'est donner un sens à sa vie. Je pense que s'intéresser à tous ces mondes de l'invisible et de la vie après la mort, etc., ça a une importance qui est vraiment grande, parce que ça peut venir justement contribuer à la notion de spiritualité et la définition numéro 1, c'est-à-dire redonner un sens à nos vies. Mais je pense que c'est pas forcément nécessaire. Je pense qu'on est là pour vivre des choses à travers la matière, à travers notre vie, à travers les parents qui nous ont vu grandir, à travers les amis qu'on s'est fait, les proches qu'on s'est fait. On a extrêmement de richesses à épuiser et que c'est à travers toutes ces expériences de vie qu'on va venir enrichir
l'amour qu'on contient en nous, la bienveillance, la gentillesse, la tolérance. Et tout ça, ça va se construire dans les interactions qu'on va avoir avec les gens autour de nous et dans les expériences qu'on va vivre et dans les réflexions qui vont en découler. Donc c'est extrêmement important de s'intéresser surtout à ce côté-là de la vie. Et 5, c'est très relié au numéro 4, transmettre. Dans la réalité, on ne sait vraiment que ce qu'on vit et on est des milliers à vivre des choses extrêmement différentes. Et en s'écoutant les uns les autres, en gardant l'esprit ouvert à la nouveauté, on peut faire évoluer les pensées des autres, et faire évoluer sa propre pensée, faire évoluer la pensée de la société et faire que tout aille dans une direction et dans un sens qui nous convienne mieux, qui soit plus rempli de paix, d'amour et qui soit dans la protection de la planète, qui soit dans la protection des animaux, dans une nouvelle éducation qui soit bienveillante et qui remplisse le cœur de nos enfants de paix. Et donc la façon dont vous allez transmettre, ça va pas être en forçant les gens à penser comme nous, faut penser comme nous, non. Simplement vous allez vous imbiber de toutes les choses que vous aimez, toutes les valeurs en lesquelles vous croyez, vous allez vous en imbiber tellement que dans tous vos faits et gestes, vous allez les faire rayonner, vous allez vibrer de ça, vous allez rire de ça, vous allez être dedans. Et lorsque les gens vous verront, vous leur semblerez tellement épanoui, tellement beau que vous les attirerez dans cette direction-là. Donc ça, pour moi, c'est transmettre. Alors, croyez en vous, ouvrez votre cœur, croyez en vos valeurs, ne jugez pas, allez dans la direction que porte votre cœur de façon légère, sans vous prendre la tête, mettez les colères de côté, mais lâchez prise sur tout ça. Vivez à fond, soyez heureux, soyez remplis de joie et vous allez changer le monde. Et ça pour moi c'est la conception de la spiritualité que tout le monde devrait adopter. C'est-à-dire sa propre spiritualité, celle qui vient du cœur et qui pousse le monde dans une direction d'amour. Je crois en vous. Vous êtes tous des héros.